Borwan, LD, illustre anonyme. Bonjour LD. Bonjour LD. Bonjour Geoffroy. Geoffroy, bonjour. Il est 11h, on se donne, allez, normalement, il y a, alors moi je connais le quart d'heure aixois, la demi-heure marseillaise, maintenant on se Montpellier, donne Montpellier. Oh, ouais, Montpellier c'est un quart d'heure aussi, donc on va se donner les 2-3 minutes zoomiennes. C'est un rituel, on laisse rentrer les gens, etc. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Si je veux relocaliser mon lac, je sais qui appeler. Alors, j'allume mon deuxième écran, ce que je n'ai pas fait au préalable. Comme ça, je prends les questions-réponses. N'hésitez pas à converser dans le chat, plus Au que dans les passage, questions-réponses. Astuces réseaux sociaux, promouvez vos contenus et mettez le lien vers votre webinaire quand vous promouvez votre webinaire. Ça, on est très bon là-dessus. Nous, on fait que des trucs ultra VIP, cachés, etc. Donc, oh, coucou Arnaud, ça fait plaisir. Partagez le lien maintenant là, si vous connaissez des gens. Parce que à force de faire des publis sans lien, tout le monde est là à liker. Et où le lien ? Vous avez aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui un spécialiste du job to be done, Arnaud Pelletier. J'ai la pression. T'as intérêt, ouais, tu m'étonnes que tu as la pression. Allez, on se donne encore 35 secondes et ensuite on attaque. Attends, je mets mes petits machins, questions-réponses sur le côté Bah, pour rien oublier. M'échauffer la voix. Je parle depuis 8h du matin, ça y est, c'est bon, je suis chou. Donc. Bon, gros sujet aujourd'hui hein, quand même, job to be done. Tu commences par la fin, c'est ça? Comment ça? Ah, c'est quoi? On commence toujours par la présentation du cycle, voyons. Ah, yes. Eh ben, vas-y, en c'est avant. pas grave. 49 ans, ça va vite. Hein. Cycle de webinar, vas-y, c'est parti, lance. Allez, 11h03, go, go, go. Ouais, bah présente le cycle, allez, on t'écoute. Comme ça laisse le temps d'arriver. Il a tout oublié, c'est incroyable. C'est vendredi, on est bien. Donc, en fait, vous êtes sur un cycle de webinaire aujourd'hui qu'on a séparé en deux phases, on va dire. La partie gauche, alors on dit que c'est CEO, CMO, Chief Marketing Officer. Un jour, on mettra vraiment tout en français. Les directeurs marketing. De sorte que Philippe fasse ça. Dirigeants et directeurs marketing. Et à droite, plutôt les opérationnels, même si la dichotomie n'est pas forcément la bonne. Mais disons qu'on a un cycle de webinaires, de séminaires en ligne, plus stratégique pour certains. Donc, on s'est posé la question il n'y a pas longtemps mais pourquoi la semaine dernière. Et on a de l'autre côté, on a travaillé sur créer des aimants à lead irrésistibles et faire le pont avec les prospects immatures et les futurs clients. Et ce webinaire, là, tout de suite maintenant, on va attaquer, comprendre vos cibles avec les jobs to be done. Et c'est surtout ce qui est en plus petit qui est intéressant pour en finir avec les personas fantasmés. Bonjour Adeline, bonjour Charles, bonjour Elodie. Bonjour Adeline, bonjour Charles, bonjour Elodie. À toi la parole. Allez, c'est parti, les présentations pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, Poppy Gico, c'est 3 fondateurs, une designer, un marketeur, un vendeur. Je vous laisse remettre dans l'ordre. On s'attache à aider les marketeurs dans les PME avec nos 3 piliers issus de notre longue et douloureuse expérience. Tout d'abord, le coaching pour donner le tempo et aider les marketeurs à ne pas se noyer dans leur flux du quotidien. Une méthode qui permet d'accélérer les process en évitant les erreurs les plus courantes, et puis des outils qui permettent à la fois de simplifier la pratique marketing au quotidien et surtout en digitalisant le travail marketing, mot que je déteste, digitaliser, donc en numérisant les actions marketing, on a ensuite accès à toutes sortes de données et tout ce qui permet de faire du marketing moderne et numérique, en ligne ou pas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le format, c'est une présentation assez dense avec 77 slides en 30 minutes. José Lito me fouette pour que je finisse en 30 minutes.
Et puis ensuite, les exemples, les questions, pourquoi pas une démonstration en live si vous voulez qu'on essaye sur votre boîte. Donc pensez-y dès maintenant. Et c'est parti. Donc comment produire du contenu? Comme vous avez vu, on l'a découpé parce que la présentation d'origine, elle tenait pas en 30 minutes. En tout cas, c'était trop d'infos d'un coup. Donc aujourd'hui, on va parler des gens. Pourquoi? Oui, pourquoi produire du contenu? C'était le sujet de la semaine dernière, je n'y reviens pas. En 2 mots, il y a 3 raisons, vous pouvez regarder le replay. Heu, c'est compliqué à faire, de même pour 3 raisons, les problèmes d'organisation, le mode projet et le content shock. On a pris le temps d'en parler aussi et on y reviendra plus en détail lors d'un prochain webinaire aussi. Le content shock, c'est un truc de marketeur. Dans le marché des bordures voliges, il n'y a pas de content shock. Donc voilà, replay ou prochain webinaire dédié à ce sujet si vous êtes curieux du content shock et des autres challenges d'organisation pour la production du contenu. Donc notre thèse aujourd'hui et dans tous les webinaires précédents, c'est que du moment où vous avez une entreprise qui fonctionne, c'est que vous vendez quelque chose, donc vous êtes utile. Si vous êtes utile, votre contenu est utile, à condition de produire ce contenu de la bonne façon pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, on va faire la phase peut-être la plus importante de comment produire un contenu utile, qui est de partir des humains et en vous présentant donc la méthode Job to be done qui permet de ce faire. Donc voilà, c'est pas produire du contenu comme tout le monde le fait. On en a marre de voir du contenu pour le contenu. On veut le contenu qui résoudra des problèmes des humains. Alors d'où est venue cette drôle d'obsession? José Lito, raconte-nous en quelques mots. Ouais, c'est une longue histoire et ça va faire sourire Arnaud cette photo puisqu'il était présent lors du Plaisy Day en 2017. Mais globalement, que ce soit Philippe ou moi, alors 99, ça part d'un petit peu plus loin, mais Philippe est plus jeune. Néanmoins, j'ai essayé pas mal de choses dans ce microcosme du contenu. J'ai essayé pas mal de partenariats aussi avec des éditeurs de logiciels et résultats des courses. J'étais pas mal déçu aussi, je suis devenu agnostique. Donc quand on s'est rencontré avec Philippe, c'était de dire bonjour Laurent, c'était de se dire ok, c'est bien tout ça, HubSpot, Marketo, Pledzi, les éditeurs de logiciels, les approches inbound, outbound, mais il y a plein de trucs qui marchent pas et surtout ça a été de se dire quand j'ai commencé en 2008 à faire de l'inbound et quand je m'y suis remis en 2014, j'ai pris une grande gifle en me disant waouh, le monde a vraiment, vraiment changé. Ça coûte de plus en plus cher, c'est beaucoup plus complexe. Les mécanismes à l'œuvre sont de plus en plus sophistiqués. Est-ce que ce que je vois, ce qui se passe dans les grands groupes, est-ce que finalement ces histoires d'inbound, de contenu machin, c'est encore accessible à des PME et à des petites PME? Sinon, on arrête tout de suite et on passe à une autre approche. Et en travaillant vraiment avec Philippe, on s'est dit, on ne trouve pas ce qui nous convient, développons une méthode. Et en 2007, j'ai proposé à une de mes clientes, une coach, pour pas avoir tout le bruit de la PME avec les services, les machins, les bidules, un individu. Ça. Ouais, 2017, un individu en disant, OK, on a une méthode, tu veux bien jouer? Résultat des courses, 3 ans plus tard, elle est coach, elle a édité un bouquin, elle a un flux permanent de prospects et de clients et elle a gagné en notoriété, en business. Donc ça marche. Maintenant, ça marche aussi sur des PME, hein, on le fait avec d'autres clients. Pourquoi il y a autant de PME qui ont du mal et pourquoi là une personne toute seule d'un coup? Parce qu'au moment où on a fait cette mission, ça faisait un moment qu'on se démenait pour arriver à faire avancer des PME sur ces méthodologies-là et avec des succès assez mitigés pour plein de raisons. Donc les 3 challenges que j'ai évoqués avant et qui feront l'objet d'un webinaire dédié, ou les 8 erreurs aussi qu'on a présentées déjà dans une précédente édition. Et on voit là une personne toute seule qui, elle, fait tout ce qu'il faut et ça marche. Donc oui, ça marche, il n'y a pas besoin c'est pas C'est bien l'argent la qui preuve résout qu'il tous n'y a les pas problèmes en fait. besoin. Voilà, c'est ça. C'est pas l'argent qui résout les problèmes. C'est autre Pas chose. que. C'est vraiment une question de Mmh. méthode et de rythme. Voilà, Euh, et donc nous, ce qu'on fait et aujourd'hui, notre focus, c'est ça, c'est d'être à la fois avec la méthode, les outils et la façon dont on pousse les gens, c'est d'aller chercher tout ce qui va empêcher et la flemme et la bêtise qui est naturelle à nous tous, nous les premiers, comme pour les liens sur les webinaires sur LinkedIn. Comment on évite tout ça et comment on va chercher ce flux de contenu et les résultats qu'il peut produire. Donc, comment produire le contenu avec pour objectif à peine caché de dominer sa niche sans se ruiner sur les outils.
Ça, c'est ta partie. Ah, le Cloudtrade Manifesto, les marchés sont des conversations. Pourquoi tu m'as mis ça là, en vrai, par rapport au job to be done? Je sais pas. Néanmoins, Pourquoi on commence par les gens, en fait. C'est-à-dire que les marchés… oui. Et pourquoi on fait du contenu, c'est qu'on Ah, a parlé de merci. transition numérique la semaine dernière, et tu as compris où je veux en venir, je te laisse enchaîner. Il me tend des pièges, en fait. Il me fait des trucs comme ça, des fois. Et oui, je vais pas m'étendre sur le Cloudtrade Manifesto, hein, mais c'est un moment pivot 1999 sur ce sujet-là. 30 ans d'avance. 4 personnes de la vallée, de la Silicon Valley, lancent un manifeste avec 95 thèses. Et la première des thèses est les marchés sont des conversations. On va pas s'étendre là-dessus. Je vous enverrai un lien. Je suis en train de lancer un projet qui s'appelle Manifeste 2020 avec Jean-Philippe Cunier et Alexandre Durin. On revisite le Cloudtrade Manifesto en 2020. On espère qu'on va parler encore de nous en 2040, en fait. Donc voilà, je Alexandre, m'étends pas là-dessus, mais si vous connaissez pas, je vous mettrai le lien de Cloudtrade Ouais, et tu as Manifesto. un Mais article, tu as un article sur ton j'ai blog. un article dessus, mais c'est vraiment commencer par les humains. Les humains parlent aux humains, donc les marchés sont des Exactement. conversations, et ce sont des conversations entre humains, pas entre Voilà, numéros de entre série. humains, pas corporate, et TS 83 et compagnie sur l'employé advocacy pour Alexandre. On en reparlera. Donc, pourquoi s'intéresser aux gens? Parce que c'est rentable, tout simplement. Donc, il y a des études qui ont été faites d'un cabinet à l'autre. Les cabinets qui font de la recherche, ils vont 10 fois plus vite, et ceux qui en font pas vont 10 fois moins vite. Je passe pas plus de temps là-dessus. Pareil, documentez-vous. Ça paraît évident, et pourtant, la façon de produire du contenu, si vous regardez tous les screenshots qu'on a mis dans les précédents webinars, vous vous rendez compte que les entreprises ne pensent qu'à leur nombril. Et c'est bien compréhensible. En tant que professionnel, on passe entre 35, si on est fonctionnaire, et 60 heures par semaine sur le sujet. Donc forcément, on oublie de penser aux gens. On est centré sur soi-même. Donc, comment on fait pour s'intéresser aux gens dans l'optique d'aller produire à la fois des produits et du contenu? Commencez déjà à lister vos cibles. Ça, la plupart d'entre vous, vous le faites déjà, j'imagine. J'espère. J'espère, mais si là, je vous demande de sortir le document qui résume vos cibles, est-ce que vous savez où il est? Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il ressemble à quelque chose? Sois gentil, c'est vendredi. Ok. Ensuite, vous allez lister des caractéristiques pour chacune de ces personnes. Jusqu'ici, tout va bien. On est dans la base de la base du marketing, et même si les fondamentaux doivent sans cesse être rappelés, normalement, vous devez faire un peu de tout ça. Mais moi, je vais vous dire les caractéristiques, ça ne va pas, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. En tout cas, ça ne suffit pas pour résoudre des problèmes et donc produire le contenu. Intéressez-vous au job to be done. Qu'est-ce que c'est que les jobs to be done? Là, je ne le traduis pas parce qu'il est vraiment en anglais dans le texte. Ouais, Je vais vous raconter une petite histoire qui permet de vraiment comprendre ce concept, qui vient de la personne qui l'a inventé. Il était une fois McDonald's, une entreprise très sympa, qui voulait vendre plus de milkshakes, une boisson apparemment rentable et qui méritait d'être vendue plus. Donc évidemment, quand on a lu le Kotler et tout ça, on va se dire, on n'est pas con, on fait du marketing, on va étudier les clients. Donc on étudie les clients. Comment on étudie les clients quand on a lu le Kotler? En général, on fait de la démographie. Où est-ce qu'il habite? Combien il gagne? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Et c'est là qu'on trouve des ménagères de moins de 50 ans et ce genre de choses. Bon, après, vous avez le Kotler édition 28 qui doit probablement introduire des choses un peu plus fines, la personnalité, tout ça, ce qu'on appelle maintenant les psychographiques. Et puis après, vous avez Kotler édition 40, version digitale, qui a regardé ce que faisaient les startups, et les startups se sont dit on va être customer-centric et on va essayer de rappeler tout le temps aux responsables produits qui est leur client, à quoi ressemble le client, quelles sont les caractéristiques du client. Donc ils ont inventé un format qu'on appelle le persona, et au lieu d'avoir une ménagère de moins de 50 ans, vous avez Clark Andrews qui est friendly, clever and go-getter, et comme ça, vous avez quelqu'un sous les yeux qui vous permet, quand vous faites votre produit et votre marketing, de rester très empathique. Sauf que comment c'est utilisé ça aujourd'hui? Comme d'hab, on trouve les templates en ligne, et puis après, ça finit dans les COMEX, et puis on se fait une session qui est basée sur aucune étude, où on va juste remplir le truc entre membres de la réunion. José Lito, tu as assisté à ce genre de réunion, genre Un truc de ouf. il y a 32 Un ans, truc de ouf. 33 ans, 33, 32? Non, 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 non. Non. Alors, ça dépend du nombre, hein. Entre 4…
Mais surtout, c'est quoi ces emmerdes, histoire de lui trouver des solutions? Ouais, Laurent. Bah ouais. Non, mais c'est des trucs, il y a 4 à 8 personnes. Alors, plus il y a de personnes, plus c'est fun à regarder. Hein. C'est pas cool d'y participer, mais Il je y l'ai a vu plein en de vrai, hein, choses. cette histoire de. Il a 32 ans ou 33 ans? Ouais, machin, vote à main levée et tout, cherchons le consensus. 32 ans et demi? Ah ouais, c'est bien, ça y est, on est soulagé. Et Coupe-moi la alors, part en deux. les cheveux, mais est-ce que les cheveux, ça a quelque chose à voir? Parce que là, vous êtes dans le BTP. Ouais, mais on nous a dit qu'il fallait être super pointu sur le buyer persona, mieux on le connaissait intimement. Alors, on va dire que c'est plutôt un blond. Ah ouais, super important pour aller vendre 10 tonnes de parpaing. Hein. Et c'est pas un mythe, hein, c'est pas une blague, hein, ça se passe vraiment comme ça. Et il y a 8 bonhommes, 2 femmes, allez, 2 femmes, 6 bonhommes. Et généralement, la dernière fois qu'ils ont vu un client en vrai, c'était il y a 5 ans, tellement ils sont tout en haut de la pyramide. Et ils sont tout fiers et c'est parti. Et on bosse là. Mais le pire, c'est que, pardon, hein, je prends pour les cheveux, j'avais juste fini ma thérapie. Pardon, désolé Arnaud. Et ça se termine que sur cette réunion-là, on dépense une quantité monstrueuse de pognon pour aller faire des infographies, des vidéos, des trucs super chiadés et voilà. Ça sert Mhm. à rien. Et c'est Et là qu'on après, on parle de se dit, persona fantasmé. C'est que donc le persona, on avait la question tout à l'heure, pourquoi tu opposes persona et job to be done? C'est pas tant une question de les opposer. Le persona, c'est un format de présentation de connaissance client. Mais dans connaissance client, il y a connaissance. Connaissance, c'est pas fantasme. Donc c'est pas un comex où on se dit il doit avoir 33 ans et on va l'appeler Janine. Non, c'est des données que vous avez, c'est de l'étude et c'est de l'amélioration continue. On y reviendra tout à l'heure à l'amélioration continue des personas. Donc voilà, le problème des personas, c'est. Je vous laisse. Merde. je, je vous laisse bah, apprécier. pas celle-là. Vous l'aurez dans le replay. Mais Alors, cette la notion-là est corrélation n'est pas importante en fait. la corrélation et causalité, c'est pas la même chose. C'est pas parce que j'ai 32 ans et que je suis blond et que je gagne X par an que je fais quelque chose. C'est pas ça qui va me causer, qui va causer mon achat. Euh, c'est corrélé. Vous allez voir que souvent, c'est plutôt des hommes qui vont faire X, souvent, c'est plutôt des jeunes, etc. Mais ce n'est pas la cause. Donc, attention avec les caractéristiques. Donc, chez McDonald's, ils se sont dit, OK, bon, le Kotler édition 1, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Kotler édition 37. Pareil, ils ont lu Steve Blanks, tout ça. Get out of the building, parler aux clients, posez-leur des questions. Donc, on pose les questions aux clients. Et ce que faisait McDonald's pour le milkshake, c'est qu'il prenait des gens en focus group avec des agences classiques et il leur disait OK, voilà le milkshake, comment je peux l'améliorer? Et donc, ils notaient tout ce que les gens disaient. Et puis, il y avait des choses qui se répétaient souvent. Ils se disent bon, tout le monde a l'air d'accord pour faire X parce qu'ils pensent que ça sera un meilleur milkshake. Donc, on va faire X. Ils font X, ils lancent X et ça ne vend pas plus. Alors que le but, c'était quand même d'augmenter les ventes. Donc là, on a payé l'étude et puis à la fin, on ne gagne pas plus. Bon, retour sur investissement nul, négatif. Donc c'est le syndrome de la Porsche. Si vous prenez des gens qui achètent des Porsche, alors je suis remonté à la bonne époque parce que vous allez voir que ce que je vous montre juste après, c'est déjà produit en vrai. Si vous demandez à tous les gens qui achètent des Porsche comment améliorer la Porsche, pareil, ils vont vous lister plein de caractéristiques et vous allez mettre en place ces caractéristiques, sortir le produit, hop, et puis les gens qui achètent des Porsche n'achètent pas votre nouveau produit que vous aurez reconnu. Donc pareil chez McDo, ils sortent les améliorations, ça marche pas. Donc à ce moment-là, il y a un type qui arrive et qui dit arrêtez avec vos caractéristiques, ce n'est pas une cause. Qu'est-ce qui serait une cause? On va le voir comme un job. Donc il y a quelque chose qui existe, qui est un job et qui cause la personne d'acheter le produit, qui crée ce comportement. Qu'est-ce que c'est que ce job? C'est comme la Porsche, les gens qui achètent des Porsche n'achètent pas des Volvo et vice-versa. Vous n'embauchez pas un charpentier pour faire de la plomberie. Différents jobs, différents. Tu peux essayer, tu as eu des problèmes. Donc, j'ai un point commun avec Christensen, c'est que j'adore citer Peter Drucker, donc je vous glisse celle-là ici, qui rappelle pourquoi c'est important de faire cet effort et pourquoi il faut comprendre à quel besoin on répond. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir du succès commercial sans pour autant être très au clair sur ce qu'on vend. Et ça, c'est une citation qui date des années 50 et qui est toujours vraie aujourd'hui. Et que les startups ont fait leur d'ailleurs, et pour ça qu'on a des démarches d'amélioration continue de la connaissance client. Donc, quel est le job du milkshake? Je vous rappelle, on est sur le milkshake. Donc là,
Troisième option, on va observer les gens directement. Au-delà des données qu'on avait, McDo, vous imaginez bien, ils ont toutes les données du monde. Et en examinant les données, ils n'arrivaient pas à déterminer pourquoi les gens achetaient des milkshakes. Toujours, on n'avait pas la cause, on n'avait que des caractéristiques. Donc, ils se sont mis devant le McDo. Ils ont chopé tous les mecs. Pourquoi vous achetez un milkshake, monsieur? Je ne comprends pas. Et là, ils ont remarqué des choses qu'ils n'avaient pas remarquées avant. Il y en a un autre qui squattait aussi dans le McDo, qui les regardait comme ça sans rien dire, c'était un peu creepy. Ils ont remarqué que 50% des milkshakes étaient vendus entre 6h30 et 8h30. Alors celui-là, vous l'avez dans les données, pas besoin de faire peur aux gens au McDo. Que des hommes seuls, généralement en voiture, et ils achetaient le milkshake et rien d'autre. Pourquoi? Donc ils demandent aux gens, pourquoi vous faites ça? Mais les gens, vous leur demandez pourquoi ils font un truc, ils ne savent pas. Hein. Et donc là, ils ont trouvé une façon de les aider à trouver pourquoi ils faisaient ça. Ils leur ont dit, est-ce que vous avez déjà embauché quelqu'un d'autre que ce milkshake pour faire le boulot que le milkshake est censé faire? Et là, les gens ont commencé à tilter. Ah ouais, l'autre fois, j'ai embauché une banane, mais c'était pas top. Ah bon, pourquoi? Ah, moi, j'ai pris un donut, mais bon. Donc voilà, on commence à trouver les vrais concurrents du milkshake. Et à force de creuser comme ça, ils ont pu identifier des caractéristiques, non pas de la personne, mais du produit. Le donut, pourquoi c'est pas bien? Ah bah on s'en fout partout. La banane, pourquoi c'est pas top? Bah ça dure 5 minutes, alors que j'ai 1 heure de voiture et ma banane je la mange en 5 minutes et puis à 8h30 j'ai déjà faim. Alors que le milkshake, bon bah il est tellement visqueux, il me faut plus de 20 minutes pour le sucer avec la petite paille. Jusqu'à midi j'ai pas faim, ça me plombe l'estomac, c'est génial. Et puis ça rentre dans le porte-gobelet de la voiture, quoi. Donc je peux conduire à une main tranquille, alors que le donut et la banane, c'est un peu chaud. Donc, quel était le job du milkshake, en conclusion? Tout simplement, ou pas, de garder la personne pas endormie, toute seule dans sa voiture pour aller au travail, parce qu'en Amérique, les commutes sont un peu longs et les voitures très grosses. Et voilà, on a trouvé comment le milkshake était utilisé, à quoi il sert. Sachant cela, comment améliorer ce milkshake? Eh ben, il faut qu'il soit encore plus pratique au volant, encore plus calant et encore plus distrayant au volant. Donc voilà, ils l'ont fait plus visqueux, des petits morceaux de fruits et un coupe-fil pour pas se retrouver dans la queue du drive juste pour un milkshake, quoi. Et donc en faisant ça, on se retrouve non plus en concurrence avec les autres milkshakes, on se retrouve en concurrence, on réalise qu'on est en concurrence avec les donuts, les bananes, etc. Et donc le marché du milkshake n'est pas que le marché du milkshake, il est beaucoup plus gros. Ils ont multiplié leur vente par 2 en un temps réduit et à la fin ils ont multiplié par 6, je crois, enfin, un truc de malade. Parce Le qu'ils patron ont de mieux fait le Netflix job. a dit récemment mon concurrent ne s'appelle pas YouTube, Mickey ou whatever, c'est le temps de sommeil de mes clients. Ouais. C'est bon pour la santé, du coup. Donc, comment on fait aussi bien que ce monsieur Christensen? Comment on trouve les jobs to be done de nos clients sans embaucher une agence hyper branchée américaine qui coûte un bras, comme celle pour laquelle il travaille à ce moment-là? Donc, on va utiliser le parcours client. Sauf que vous allez voir le client, vous avez vu tout à l'heure, quand vous lui demandez bah alors, pourquoi tu t'es mis à acheter des milkshakes? Il ne sait pas, quoi. Donc, comment on trouve ça? Il y a une technique assez simple qui est de retourner l'entonnoir et de partir du bas. La personne, elle a son milkshake, elle l'a fini, donc elle sait comment c'était. Donc là, vous pouvez lui demander, est-ce que tu es content avec ton milkshake? Il va vous dire oui, il va vous dire non. Donc là, vous avez la satisfaction qui est liée au moment de la consommation du produit et puis derrière soit à la recommandation, soit à la réutilisation du produit. Donc content, pas content. Ok. Une fois que la personne a répondu à ça, c'est facile à répondre. On sait tout de suite, ouais, je l'ai consommé, c'était bien, c'était pas bien. Donc de là, vous pouvez remonter d'un étage, mais un seul étage à la fois. Si on est content ou si on n'est pas content, la satisfaction, elle est liée aux attentes. On est content si ça a répondu aux attentes, on n'est pas content si ça n'a pas répondu aux attentes. Donc là, vous pouvez demander à la personne quelles étaient vos attentes qui ont été satisfaites si vous êtes content ou qui n'ont pas été satisfaites si vous n'êtes pas content. Donc là, la personne va remonter un petit peu et va vous dire ce qu'elle attendait de son produit. Donc là, vous commencez à avoir des infos sur à quoi le produit sert. C'est très bien, vous allez continuer comme ça. Maintenant, vous allez lui demander quel autre produit elle avait envisagé d'utiliser à la place.
Et donc là, on a la notion de construire ses attentes et décider ce qui va répondre à l'attente en comparant plusieurs options. C'est ce qu'on appelle consideration set en anglais. Et donc, cette étape est souvent appelée, elle est là, consideration. C'est, bon, ok, j'ai compris mon attente, je vais comparer 5 options et laquelle sera, je fais le pari, sera même sur laquelle je vais parier pour me satisfaire au mieux, laquelle je vais embaucher. Et là, on a un acte d'achat. Donc, vous voyez, on commence à monter, on a les concurrents. Donc là, vous avez le donut, la banane, le milkshake et le sneakers. Le sneaker étant hors de question pour des raisons caloriques. Ok, donc là, vous êtes bien remonté. Vous pouvez essayer d'aller encore plus loin et vous allez pouvoir demander à la personne à quel moment tu t'es décidé à comparer ces produits entre eux. Et donc, pareil, comme la distance est assez courte entre ce que la personne vient de se remémorer et ce que vous lui demandez de se remémorer, c'est plus facile pour elle. Et donc, elle va vous dire « Ah, bah, c'est vrai que j'ai vu mon pote, moi j'avais toujours faim, lui il n'avait jamais faim, il m'a dit qu'il prenait des milkshakes, donc j'ai essayé. » Donc là, vous êtes sur la fin de l'awareness. Et pareil, vous pouvez continuer encore plus haut. À quel moment tu as remarqué que tu avais faim au travail? Oh, je sais pas, je me suis évanoui sur mon clavier. Bon, voilà. Donc, en faisant ça, vous pouvez remonter petit pas par petit pas. C'est un escalier. Sinon, il faut tout sauter et il n'y a pas une personne en focus group qui va faire ça correctement. Soit ils vont vous répondre des conneries, soit ils vont vous dire parce que. Voilà, donc ça, c'est une technique d'interview. On a une grille qui aide à faire ça. Vous pouvez la trouver sur le site, sur la section ressources. On la mettra en ligne d'ici le début de semaine prochaine. Donc, vous avez enfin des jobs to be done avec ces techniques d'interview. Pardon, je te coupe. Arnaud précise, et on va identifier la valeur perçue et non la valeur du produit. Donc, c'est vrai que ça permet d'être d'autant plus customer-centric. Voilà, donc retour au début. L'idée est donc bien de lister vos cibles, leurs caractéristiques si vous voulez, ça aide à donner du contexte, mais surtout trouver des causes, les causes de l'acte d'achat. Et ces causes vont être les mêmes, c'est le même job qui va devoir être satisfait par vos contenus. Avec un entonnoir qu'on a commencé à décrire il y a 2 semaines et qu'on va poursuivre avec d'autres webinaires jusqu'à la phase contenu. Donc, comment on résout leurs problèmes? Eh bien, en bas, c'est difficile et en haut, tout le monde s'en fiche. C'est un vrai problème qui a été adressé il y a 2 semaines. Pareil, je vous envoie vers le replay. C'est une étape qu'il faut à tout prix faire avant de faire les contenus. Si vous vous jetez sur les contenus maintenant, ils ne seront pas aussi bons que si vous prenez le temps de résoudre ce problème de l'entonnoir. Et donc, même chose pour les contenus, et ça sera l'objet d'un celui-là, comment éviter le content shock. Générer des idées de contenu, les questions d'entonnoir qui ont été vues il y a 2 semaines, et aujourd'hui, la base de tout qui est comprendre les gens, comprendre leurs besoins, leurs causes d'achat, et voilà. Donc, comment on fait ça, nous, en interne? On l'a longtemps fait dans des spreadsheets, qui ont quelques inconvénients d'ergonomie, on va dire, même si moi j'adore. Donc maintenant, on développe Gico, vous pouvez l'essayer, c'est gratuit pour l'instant. On a une section où on crée les cibles, on met leurs photos, et puis on liste leur job to be done. Et c'est avec ça qu'on peut faire le suivi régulièrement. Alors le problème de ce genre d'outil, c'est que derrière, on fait un COMEX, on remplit l'outil, et puis à la fin, il ne se passe rien. Donc, ce qu'on fait, nous, maintenant, c'est qu'on force les gens, on parlait tout à l'heure de lazy proof, on force les gens à faire le boulot, tous les mois, on les appelle, et puis on fait 10 minutes sur les cibles, 20 minutes sur l'entonnoir, et puis 30 minutes sur les contenus. Et on le fait pour nous aussi en interne, et ce qui nous permet, on s'en rend compte, d'affiner les jobs to be done, parce que c'est un exercice qui est plus compliqué qu'il en a l'air. C'est vraiment une pratique régulière. Et ouais, en faisant ces jobs to be done régulièrement, on a des petites pépites qui ressortent au fil des mois. Ouais. La valeur de ça, en fait, c'est vraiment… merci beaucoup, Philippe. La valeur de ça, c'est qu'entre chaque semaine, en fait, entre chaque moment où on se fait ce call d'1 heure avec 10 minutes sur les cibles et donc leur job to be done, 20 minutes sur les contenus, 20 minutes sur les offres et 30 minutes sur les contenus, c'est qu'entre-temps, on a des conversations avec nos clients et ça permet de maintenir la lumière allumée en permanence. C'est que souvent entre nous, je dis « Ah ouais, c'est vrai, attends, 2 secondes. Elle m'a dit ça. À un moment donné dans la conversation, elle m'a dit ça. » Et plutôt que ça disparaisse,
Donc, Ouais, il faut enrichir évidemment, et hein, alors ça, d'insights. c'est un point particulier, hein, et c'est peut-être aussi la différence entre PME et des plus petites structures avec peu d'individus. C'est quand vous décloisonnez, pour trouver le job to be done, pour trouver les causes racines, posez la question aux commerciaux. Mm. C'est Et au pas les service client. marketeurs qui vont. Ouais, ouais, bah évidemment, les premières lignes. Donc, c'est Et service en fait, client ouais, et commerciaux. C'est pas et le cette job des activité, marketeurs de trouver ça. Donc, il doit y avoir une boucle de rétroaction permanente entre ces trois acteurs-là, parce que en tant que sales, en commerciaux, on a toujours du monde. On a des conversations. Les marchés sont des conversations. Donc, si tu fais bien ton job, et le service client SAV, évidemment, oui, c'est ça, support. c'est toute Tu as d'un personne côté qui est la support plus vente. proche du client, du prospect, enfin de l'humain, c'est trouver les causes racines. Le problème, c'est la difficulté, c'est vraiment de se dire, mais je cherche quoi? En fait, côté commercial, tu as un boulot, hein, tu dois vendre. Quand tu es au service client et SAV, bah, tu dois faire le SAV, bien entendu. Quand tu es customer success, etc. Mais si on t'entraîne à avoir cette grille d'interview là, hop, quelque part en permanence, ça vient tout seul et à un moment donné, il dit, attendez, pourquoi vous m'avez dit ça là? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Pif, tu notes, tu mets, t'envoies ça au marketing, bosser là-dessus. Dernière Marketing et chose, produit. Tu as vraiment deux blocs. Tu as marketing et produit d'un côté, et puis tu as sales et support de l'autre. Arnaud nous dit, le recours client, j'ai lu qu'un patron demandait à son service client de lui sélectionner un ou une cliente mécontente par jour pour rester connecté à son terrain. Eh ouais, mais carrément. Euh, la légende dit que Doctolib, il continue, le patron de Doctolib, hein. Okay, on n'est pas en train de parler de ma copine épicière, il continue à aller visiter ses clients, aller les voir, expliquer et discuter. La légende, j'en sais rien, mais s'il le fait, il est au top. Allez-y pour vos questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut se faire un exemple d'interview job to be done. Si tu veux me refaire celle sur le Leica, Philippe, je suis chaud. Une autre, Je m'en hein. souviens plus en plus, T'as c'est acheté autre chose rigolo. récemment ou pas? Mais jamais de la vie. Les AirPods et les AirPods Pro peut-être? Ah, tu veux qu'on fasse les AirPods Ah Pro? oui, on va faire les AirPods Pro, oui. Allez, ça vous va? Hop, un, Ouais, deux, parce que c'est trois. justement, tu as une démarche produit qui est plus avancée chez Apple que Leica, si tu veux, c'est un produit qui est légendaire, mais à la fin, ils sont pas là pour satisfaire un job, ils sont là pour faire du Leica. C'est l'avantage des produits légendaires. Bah, vas-y, J'exagère, vas-y, mais me chauffe pas avec ça. Non, t'es un fou. Allez, vas-y. On se fait un exemple. je prends des risques. Hey, bonjour José Lito, je vois que tu as des beaux AirPods Pro. Tu avais des AirPods avant, non? Absolument. T'es content? Je suis un troupi, moi, je suis tout le temps content. Vas-y. Oui, Non, non. de ces AirPods De Pro? tes AirPods Pro, du fait que tu les aies payés, je sais pas combien Ah, t'as payé? je sais plus. Ah, tiens, bim, je sais Mmh. même plus. Ça doit Ouais. être dans les 200 quelques euros. Je sais pas. Je regarde pendant que tu. Vas-y, questionne. Tu sais, mais tu t'en fous, tu sais même pas combien t'as payé, donc c'est pas un truc qui te reste en tête. Ouais, Donc tu es content exact. d'avoir payé cette somme que tu as oubliée, mais qui s'avoisine probablement à 200 euros pour cette paire d'écouteurs qui remplace les précédents? Non, je dirais pas que je suis content de les payer. Hein, ça pique toujours. Non, En tout cas, j'ai aucun regret là-dessus. Oui, oui, bien sûr. voilà, donc oui, tu es content. Oui, je suis content. Tu es radin, mais tu es content. Je suis radin et Tu content. préfères avoir les AirPods que les 200 euros. Oui. Ok, Ah, bien. c'est le principe d'une transaction. Hein. Ok, donc tu as les AirPods, tu es content. Donc là, on a fait la satisfaction. Tu es content pourquoi? Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils t'apportent que les précédents ne t'apportaient pas? Et en quoi ça te les a en effet apportés? Ça m'a apporté de l'autonomie. En durée, tu veux dire? Ouais, 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 bien sûr. Je passe 7 heures par jour au téléphone et avec mes anciens AirPods, en fait, au bout d'une heure et demie, c'était mort. Alors que là, j'ai 4 heures, en moyenne, j'ai 4 heures de durée. Euh, et l'ancienne version mettait un temps fou à se recharger, alors que là, voilà, j'ai un call encore tout à l'heure, je les mets dans la petite boîte, bim, 10 minutes après, je récupère 60% de charge. Donc en fait, ça tient la journée. Donc là, on a le job technique, on va dire. On n'a pas la cause racine, mais on a quand même, disons, les critères de décision. Donc on est dans la phase de décision. Maintenant, la considération. Tu as envisagé d'acheter autre chose que ces AirPods Pro pour remplacer tes Oui, AirPods?
Absolument, bien vu. Un casque Bose. D'accord. Rien d'autre? Bose, Sennheiser, etc. Je Un me truc comme suis… ça qui dure 12 heures et qui coûte 30 €? Non, je suis radin, je ne suis pas un clochard, t'es fou, toi. $249 les AirPods Pro. Non, non, je me suis posé la question vraiment de… Oui, 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 j'ai regardé, oulala, j'ai regardé plein de casques, j'en ai un, j'ai un truc là comme ça, service client avec le petit micro devant. J'ai regardé donc des alternatives chez plein d'acteurs du marché. Ok. Donc là, en contexte, je pourrais passer 1 heure à lui faire décrire les pros et les cons de chaque produit. Mm. Ça serait intéressant aussi de voir. Là, on a vu qu'il s'en foutait du prix, qu'il avait acheté ses AirPods Pro sans même regarder le prix. En tout cas, à ce stade, il l'a oublié. Donc, ça serait de voir, C'est est-ce ça que qu'il j'ai a oublié, vraiment… pardon. T'as comparé les prix Pardon. ou pas quand tu as regardé les Oui, oui, différents oui, bien produits? sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai comparé systématiquement les prix, j'ai regardé Et tout tu as ce qui se décidé comment faisait. alors? J'ai Comment tu as tranché à la fin, une fois que tu as bien tout alors regardé? c'est très marrant puisque finalement le casque Bose, ma femme en a un, donc je l'ai testé. J'ai d'autres casques que j'ai testés parce que j'ai des potes dans des services clients, ils m'ont prêté tout un tas de casques sans fil, pas fil, machin, dans tous les sens, binoculaire, monoculaire, tout ce que tu veux. Et le seul truc que j'ai pas testé, ce sont les AirPods Pro. Et pourtant, c'est ce que j'ai fini par acheter. Comment tu as Et tranché? en termes de pricing, c'était quand même tout ce que tu veux acheter. Et ça coûte, dès que tu es dans une gamme pro, ça, de toute façon, ça va osciller entre 100 et 300 €, on va dire. Ok, donc à peu près tous les mêmes prix. Et à quel moment tu t'es dit, bon, bah, c'est les AirPods Pro que je n'ai pas essayé? Excellente question. À quel moment j'ai dit c'est les AirPods Pro que j'ai pas essayé? C'est au moment où j'ai discuté avec je sais pas qui, d'une part, euh, et j'ai pété les plombs et je me suis dit non. Ah si, pardon. J'essaie de forcer. Vous voyez comme quoi c'est pas un exercice facile hein, en vrai. Si je lui avais demandé au début pourquoi tu as acheté des Ah AirPods Pro, non, non. j'aurais une réponse. Ah ben, je t'aurais dit, ah ben si, tu m'aurais dit que pourquoi tu as acheté des AirPods Pro, je t'aurais répondu, je suis passé à Montpellier au Polygone devant la boutique Orange, il y en avait, je les ai pris. Bing. Mais ça, c'est pas pourquoi. C'est Mais c'est pas pourquoi. Je t'aurais dit où, quand, comment, ce que tu veux, mais je t'aurais pas dit pourquoi. Et le pourquoi, c'est parce que j'ai fini par me dire, ça m'a obligé, cet exercice-là, à dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et la réponse, maintenant que tu me parles, ça remonte au cerveau d'un seul coup, la pulpe, et je me dis, on fait des webinars, et le gros casque comme ça, je trouve ça moche. Le truc avec les machins comme ça, tu m'as dit, vas-y, tu as une voix de ça fait robot. secrétaire. Non, tu m'as dit, ça fait secrétaire, c'est pas sympa. Non, déconne pas, j'ai plein de clients qui J'ai fait pas dit secrétaire. secrétaire, j'ai pas, c'est pas le bon terme, mais ça fait centre d'appel, c'est ça que j'ai dit. Ça fait call center et tu m'as dit en plus, quand je les ai essayés, tu m'as dit, vas-y, ça te fait une voix de call center. Et je dis, oh, merde, c'est si Mais ça typique fait une que boîte call ça. center et Parce visuellement, que, ça fait call center, hein. oui, parce qu'ils utilisent tous les mêmes casques en vrai. Et Ouais. visuellement, ça faisait call center, c'est-à-dire que ça masque la bouche, machin. Et je me suis dit, je veux dire, si j'étais uniquement au téléphone, je m'en fiche. Parce que personne ne me voit. On Mais fait comme on beaucoup fait de des vidéos, on webinars fait et les comme je webinaires. passe, quand je dis je passe 7 heures au téléphone, en fait, c'est je passe 7 heures en visio en permanence avec mes clients et les prospects, etc. Et je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus, c'est plus sobre, c'est esthétique, ça ne masque pas mon visage. Et comme les Et marchés sont de moins clodo que conversation, la version qui dure 12 heures et pas 3. t'es un bulgare aussi. Et puis après, pour finir, hein, définitivement, mais ça, je l'élude finalement, mais il y a le côté, c'est connecté avec mon MacBook, avec machin, parce que Tu sais que tu as moins de tout est Apple. friction parce que c'est ton écosystème. Oui, voilà. Et donc, $249, ouais, c'est ça. Et c'est le prix Ok. des autres trucs. Et à l'heure Donc là, qu'il est, j'y pense plus. on a bien fait la considération. Et puis avant ça, il y a la partie awareness. Donc si on remonte encore d'un cran, ça serait à quel moment tu t'es dit que tu allais changer de… Ah, au moment où, en fait, quand j'étais en call avec des gens, j'enlevais une oreille, je la rechargeais, hop, je reprenais mon oreille, j'enlevais l'autre oreille, véridique, hein, je la rechargeais, et en fait, j'entendais plus que d'une seule oreille, et c'était juste pénible parce que j'arrivais pas à me focus. J'ai des calls d'1 heure généralement, et mes clients, les coachings, c'est voire 1h30, c'était devenu pénible.
et c'était insupportable pour moi. Et là, je me suis dit, ouais, non, faut que ça cesse, quoi. Ça me saoule. Et à ce moment-là, tu as commencé à chercher des solutions. Direct. Là, ça y est, j'ai commencé Et à taper dedans et me les dire, pros étaient maintenant, déjà j'arrête. sortis? Alors, non, ils sont sortis, non, pardon, je reviens, je suis désolé hein, pour tout ce, je vous raconte la vraie Non, mais histoire. c'est parfait parce que ça montre à quel point tu déclenches Non, les souvenirs. Et si tu non, fais pas rappelle-toi, si tu tires pas ce fil, rappelle-toi tu as pas Philippe, le. ouais, je m'en serais pas rappelé, et maintenant je m'en souviens. Je t'ai dit, waouh, dans le meilleur des mondes, j'ai des AirPods tels qu'ils sont aujourd'hui, hein, tout me va très bien. Juste, Monsieur Cadbury, si tu peux pas me les faire un petit peu plus longs. Et je me suis dit, si je pouvais envoyer un message à Tim Cook en disant, Man, pourquoi tu fais pas des AirPods qui durent 4h30 d'autonomie? Et une semaine après, je reçois un message de je ne sais où qui me dit AirPod Pro, autonomie, machin. Franchement, j'ai rien regardé d'autre. Je me suis dit, yalla, la solution existe. Je peux témoigner, quand j'ai vu sortir Voilà. l'AirPod Pro, j'ai dit ah bah voilà, c'est bon pour José Lito. Et donc là, Voilà. typiquement, on avait un job qui s'appuyait sur un job précédent qui était qu'on n'a pas encore trouvé, hein, qui est le job des écouteurs sans fil AirPod. Tu crois que chez Apple, ils écoutent dans mon micro et quand je parle, ils se posent la Ouais, ils question de écoutent ce que Siri, ouais. j'imagine et ils fabriquent des produits Je pour pense qu'ils moi? font ce qu'on est en train de faire tout de suite et que c'était assez Salaud. évident que les AirPods n'avaient pas l'autonomie qui allait. Donc, le job to be done, c'était pas encore le vrai job to be done, mais quand même, c'est avoir la même chose qu'un AirPod, mais qui dure plus longtemps pour raisons professionnelles et autres, et surtout parce que l'argent est moins une friction. Et là, on n'a pas Ah, encore le vrai job to be done. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il a acheté au début des trucs qu'il est obligé d'écouter une oreille à la fois au lieu d'acheter ça qui coûte 30 balles. Alors, si on a un petit peu la réponse, il a dit je veux pas le gros truc, ça cache mon visage, machin. Et je suis pas un clodo, donc bon, bah, parce que ça coûtait moins cher chose avant les AirPods, esthétique. la version 1. Oui, Mais oui, je mais ne vais pas pourquoi tu raconter avais ma ces vie en trucs direct. pourquoi tu as ces Philippe, trucs t'es fou, toi. qui ne consomment, enfin, Ah, qui n'ont la pas vraie d'autonomie à la histoire, base? je vais te Pourquoi tu dire achètes des pourquoi. Parce AirPods qu'en et pas fait, un truc rationnel? d'accord. La vraie histoire, c'est que j'ai offert une Apple Watch à ma femme qui, au bout d'une semaine, m'a dit mais vas-y, ça sert à rien ton truc. Moi, j'ai pris l'Apple Watch et quand j'allais à Paris, j'avais un vieil iPhone qui avait plus d'autonomie. Donc, pour téléphoner, j'utilisais l'Apple Watch. Mais l'Apple Watch pour faire blablabla, blablabla. Donc, j'ai acheté des AirPods. Et j'avais Apple Watch plus AirPods, et c'était le combo parfait. Et puis après, ben, je me suis mis à utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps mes Donc, AirPods. pareil, l'écosystème. Mais Donc, finalement, écosystème, AirPods, fidélité à la marque et aussi apparence ouais, visuelle. mais surtout, AirPod répondait au besoin d'avoir un téléphone de secours. Donc, si je les utilisais 20 minutes, 30 minutes, c'était bien. Si je les utilisais pour écouter un podcast sans parler, ils ont une très bonne autonomie, les AirPods, si tu fermes ta bouche. Ah, c'est le micro qui. Voilà, c'est le micro qui bange. Sauf que là, d'un seul coup, je me mets à les utiliser dans un autre contexte qui est conversation permanente. Et là, l'autonomie, en fait, les AirPods 1 n'étaient pas forcément prévus. Ils sont prévus pour aller Je pense que jogger, tout le machin, monde est en train etc. de commander des AirPods Pro là. Ouais, Ok, allez-y, donc hein, là en 10 lâchez-vous. Hein. minutes, tu vois jusqu'où on est remonté. On est remonté jusqu'à ta femme qui t'offre une Apple Watch il y a 3 ans. Et... Bon, Ah, c'est moi qui lui offre, t'es fou, ma femme, elle m'offre pas ça. Elle m'offre des excuse-moi. délicats. Excuse-moi, On est la classe. remonté jusque-là en quoi? 10 minutes à peu près, à peine? Ouais, Sans grille, mais sans rien. on voit bien que en termes de mémoire, Et c'est vous très voyez les compliqué de lumières se qui s'allument, souvenir hein, il y a c'est 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an. Euh, J'espère que tu as un involontaire. programme d'affiliation José Lito. Non, mais non, mais non. Apple n'a pas besoin de verser dans ce genre de truc. Ça fait un peu le coup du gars qui offre une canne à pêche à sa femme. Laurent, même pas. Franchement, j'ai offert son premier iPhone à ma femme. Je récupère rien de ce que je lui offre là-dessus. C'est la seule fois où elle m'a dit en fait ça me sert à rien. Et en Et du fait coup, maintenant, il a acheté 2 paires d'AirPods depuis. maintenant elle a récupéré. Non, non, elle a récupéré l'Apple Watch, Oui, mais ça t'a fait acheter 2 non, paires d'AirPods. non, Laurent, ma femme, ma femme, elle n'est pas comme ça. Je lui offre une canne à pêche, je la reprends en pleine tronche, mais direct. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on joue Est-ce que quelqu'un veut se faire interviewer? est-ce que quelqu'un veut souffrir pendant? Mais c'est une torture, hein. C'est pour ça quand tu dis Philippe, c'est pas une blague. Hein. Alors, pour la petite histoire quand même, on le fait chez nos clients parce que ça commence toujours. Non, mais les gars, on connaît nos clients quand même. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, blablabla. Ok, pas de souci. Et puis on creuse, on creuse, on creuse. Et là, c'est un monde qui s'ouvre à eux. Ils découvrent des nouveaux concurrents. Parce que tu as parlé des donuts et des bananes. Mais aujourd'hui, un des concurrents du milkshake, c'est les podcasts. Tu peux être en bagnole, écouter un podcast Ouais, et tu n'as plus carrément. besoin de sucer du sucre. Hein. Donc, ça ouvre le Surtout si t'es en spectre. keto.
Ça permet de créer des nouvelles offres parfaitement adaptées avec le marché. Et surtout, parce que c'est une torture de le faire si vous avez été emmené à faire ça, quand vous êtes sur le côté là, awareness, vous arrivez et on te dit, tu es awareness. Moi, je l'ai vécu avec HubSpot, ils m'ont passé au grill avec ça et c'était une souffrance. Ah ben José Lito, c'est le programme d'intégration là d'HubSpot, là, les 90 jours une fois que tu as payé 15 000 balles. C'est alors, awareness, tu vas nous produire du contenu awareness. Pourquoi tes clients, ils ont mal et ils ne le savent pas encore? Parce qu'ils font l'entonnoir du début à la fin. Il faut le Ben voir ouais, dans ils l'autre commencent par sens. awareness et ils recommandent de toujours commencer par awareness. Et là, tu te dis, pourquoi ils achètent mon truc? Ben, je ne sais pas en vrai, donc tu trouves ça très désagréable. On a le même souci avec le SEO. Et Grégory Coste n'est pas avec nous aujourd'hui, mais le SEO, c'est José Lito, ouais, trouve-moi des mots-clés. Des mots-clés par rapport à quoi? Par rapport à ton activité. Euh, euh, en ce moment, je suis sur une activité de coaching en performance commerciale. Bah, tu dis performance commerciale. Sauf que performance commerciale, tu dis alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plan d'action? Oh non, j'ai pas envie de faire ça. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a machin, il y a bidule. Et le référencement naturel aujourd'hui, c'est non, mais tu dois aller chercher les intentions de recherche. Qu'est-ce que la personne a en tête quand elle tape dans Google? Waouh! Alors, soit tu y vas SEO, machin, et ça demande beaucoup d'énergie. Et tu sors pas les mêmes pages selon l'intention en fait. C'est-à-dire que t'as Et tu sors pas et tu du vois que tout, je vous parce garantis. que Google ne sert pas les mêmes pages selon l'intention. Google passe son temps à chercher l'intention. Il a même des gens qui payent pour à la main vérifier que les résultats correspondent. Absolument. Hein. Et l'intention derrière permet à Google de choisir quel genre de page il sort. Il y a au moins Donc, 5-6 genres de pages différentes qui peuvent sortir. donc le côté je veux ranker, là, je veux être tout en haut. Quand on travaille le job to be done, au-delà des mots-clés et tout ça, c'est un autre travail important, mais au-delà de ça, ça permet vraiment d'aller chercher l'intention. Et là, vous avez un truc magique, c'est quelqu'un tape quelque chose dans Google, ben voilà, c'est j'ai besoin d'occuper ma bouche pendant que je suis dans les embouteillages. Bim, ben milkshake man, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? J'ai senti là tous les mauvais esprits. Vous êtes pas des gens bien. Le milkshake. Donc, vous voyez comment ça marche? Et ça, c'est puissant. Donc, ça vous fait gagner votre référencement naturel. Et c'est vraiment une grosse différence, je trouve, entre job to be done et uniquement le buyer persona. Et je veux l'enregistrer pour que Cédric Kenyard, qui sur LinkedIn me posait la question de la différence, c'est dans la boîte. Voilà, donc c'est pas une différence en vrai, c'est que le persona, c'est un format de présentation de la connaissance client. La connaissance client devrait nécessairement utiliser une approche type job to be done, donc incluez le job to be done dans vos personas. Je ne crois pas l'avoir vu dans l'exemple que j'ai pris. Et surtout, quand vous faites un persona, collectez, formalisez de la connaissance, mais de la vraie connaissance, pas des trucs que vous avez inventés en Ouais, quelques jours. Arnaud, l'iPhone, c'est acheté par des ados et des seniors. Mais clairement, il n'y a pas de différence. J'ai un iPad. Ma belle-mère, elle a 70 ans. Elle a que un iPad. Ouais, voilà, c'est pas la caractéristique qui fait le. C'est pas la caractéristique. C'est une femme, je suis un homme. Elle a 70 ans, j'ai 49 ans. Et par contre, et elle y passe plus de temps que moi d'ailleurs. Et elle fait tout son job là-dessus. Elle n'a pas d'ordinateur et elle s'en sert super bien. Donc, le produit répond à des jobs to be done différents. Donc là, on a Sur les mesure. 3 goals qui pourraient correspondre au job to be done, mais qui sont un peu noyés dans le Mais reste. Tu vois, je les ai cherchés. et puis ils sont pas remplis parce que tu peux pas mentalement, si tu fais pas ce travail, tu dis c'est quoi les objectifs de ton client et naturellement tu dis achetez mes produits. Il veut faire que ça dans la life, acheter mes produits. Mais Oui, tu mais peux parce pas que t'en toi, tu as, 50 détacher. heures par semaine de Ouais. vendre mon produit, donc tu penses que comme ça, c'est tout. C'est pas mal, hein. C'est juste que Alors tu qu'un mec penses qui est au qu'à ça. service client, c'est ne pas me faire trop allumer par le type et lui résoudre son problème pour que mon score monte. Donc le mec du service client est meilleur que le marketeur ou le gars du produit. Je prends toujours cet exemple, mais tous les lundis, quand je bossais chez Bouygues Télécom au service client, donc j'avais un casque avec le machin. Les 30 premières minutes de 1999, hein, les 30 premières minutes de ma semaine, c'était bonjour, j'ai bloqué ma PIN ce week-end. Et nous, au service client, En parlant d'esprit on mal disait, tourné. mais est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour ce truc-là, parce que ça sert à rien, on répète toujours la même chose, on dit que c'est le code PUC, on dit où vous allez trouver le code PUC,
il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Alors, les sites Internet n'étaient pas aussi développés, etc. Mais tous les matins, vous aviez un plateau de 150 personnes qui passaient 30 minutes à répondre. Vous avez un code PUC, vous devez faire ça, vous devez faire machin, bidule. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon code PUC. Mais ouais, c'est j'ai perdu, j'ai un problème, ma PIN est bloquée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini, regardez aujourd'hui. Alors, vous avez aujourd'hui votre site Internet, etc. Mais sur les cartes SIM, ils ont gravé le code PUC. Point barre. Enlève ta carte SIM, cherche ton PUC. Alors ça a été une période aussi où c'était, vous enlevez la carte SIM et puis vous allez voir votre PUC. Et là, l'appel coupé en fait. Oui, non mais voyez le truc du job to be done, c'est des histoires vraies, quoi. Ils enlevaient la SIM pendant qu'on était en call et puis rappelez encore. Allez, comment surcharger un service client avec ce genre de truc? Ça rejoint aussi une autre chose qu'on fait beaucoup en amont des projets contenus, c'est l'UX Map, qui est une façon d'aller encore plus loin. Job to be done, c'est un truc, mais ce qu'on fait aussi, voilà, il est là, c'est qu'on prend le parcours complet, là, je vais faire avec ma souris, peut-être plus qu'avec ma main, et on analyse ce qui se passe côté client. Donc là, vous voyez les points de contact en bas sur celle que j'ai empruntée ici. Et pour chaque point de contact et pour chaque section et pour chaque événement du circuit client, pas de circuit de vente, du circuit d'achat et du circuit d'expérience. Ça finit après la vente, ça commence avant la vente, très bien avant même qu'ils vous connaissent. Pour chaque étape, on va voir ce qui lui pose problème, ce qui lui crée des frictions et vice-versa, ce qui l'enchante. Donc là, vous avez l'exemple du code PUC gravé sur la carte. Typiquement, bien après l'achat, il y a le moment où le client perd sa SIM, perd son code PIN. Vous pourriez vous dire, bon, c'est son problème, moi j'ai vendu. Non, vous voulez améliorer son expérience, surtout dans les paradigmes d'aujourd'hui. Transition numérique qu'on a décrit la semaine dernière. Et donc, vous allez aller chercher, même sur ces étapes où vous n'êtes plus vraiment dans la vente ni dans le service, vous allez aller chercher comment améliorer son expérience, comment simplifier quelque chose qu'on peut prédire. Donc là, on peut prédire que 1% des gens vont perdre leur PIN un week-end par an. Donc, ce qui est un drame pour le taux de natalité et tout ça, c'est une catastrophe. Les cartes virtuelles arrivent. Ouais, bravo. Bouygues n'a pas fait son travail, là l'état de la France aujourd'hui. Je veux dire. Mais ouais, non, c'était un vrai sujet. J'ai une question moi pour vous tous, parce que les webinaires on les fait pas pour nous, on les fait pour vous. Et est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez envie qu'on aborde avant de fermer le webinaire? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine aussi là, qu'on fasse pas la promo dernière minute encore? On va essayer. Qu'est-ce qui vous botte? D'une part, allez-y, c'est fait pour vous. Et si vous avez envie qu'on vous fasse des webinars sur une thématique particulière, n'hésitez pas. Je dis c'est pas pour nous. En fait, je prends un gros kiff. Hein. Il pleut là à Montpellier, c'est le soleil de la journée. Hein. Vous êtes tous très sérieux aujourd'hui. Hein. C'est très bien. Alors, Laurent. À part pour les cannes à pêche. Ouais. En Bretagne, il fait beau. Oui, bon, ça va Arnaud. Voilà. Bon, amis bretons, bonjour, on est d'accord. Super clair. Merci Elodie. Cool. On va continuer sur la. On va essayer. On va pas essayer, on va continuer sur la lancée. Allez, votez pour vendredi prochain. Qu'est-ce qu'on fait? Les contenus, et puis, les process. On les envoie. On n'est pas très bon sur la promotion, mais en même temps, voilà, c'est qu'on est 10, on peut ouvrir les micros, on peut se parler si vous le souhaitez. Hein, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à nous solliciter, à voter, dire moi je préférais de mettre dans l'ordre que vous fassiez ça. À la fin, de toute façon, il y aura l'ensemble des webinars. On vous les partagera, on les mettra à disposition. Les micros sont ouverts, hein, donc si vous voulez prendre la parole, c'est aussi un peu plus fun c'est la fête, là, c'est parti. Que de faire avec de l'écrit. C'est un peu dommage que Zoom soit pas fait. Bonjour Adeline. Que ça se fasse pas dans le même ordre. Dans l'ordre, ça te va, Flora? Eh ben, on va faire dans l'ordre, ok. Moi, je serais bien. Alors, on essaye, pour que vous sachiez, on fait des trucs un peu un coup strat, un coup opérationnel. Le mode projet Mathieu peut être pas mal parce que c'est vraiment un gros enjeu aujourd'hui que l'on voit souvent dans le marketing. Je vais spoiler un peu le truc, je vais me permettre, Philippe, mais je pense à diagramme. Laurent va me suivre parce qu'on est vraiment dans les processus commerciaux. En fait, le commerce est un processus, étape 1, 2, 3, 4, 5, et puis on améliore au fur et à mesure. Alors que de plus en plus, le marketing, encore trop souvent, le marketing est un événement. C'est-à-dire que on fait du marketing parce qu'il y a un salon, on fait du marketing parce qu'il y a un temps fort, on fait du marketing, et puis entre deux, ça descend. Campagne, Donc, voilà, le marketing, ça fait comme ça, alors que le commerce, ça fait comme ça. Voilà.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, et même ça monte. Donc ça c'est un vrai sujet. Quand on parle d'alignement marketing et vente, Adeline, il faut vraiment qu'on se parle. J'ai recommandé Spread. Allez voir Spread. J'ai pas le lien là. Non, Spread, ils font des trucs de ouf. Ils sont très, très, très bons. Vas-y. Je vais mettre le lien parce que je ne l'ai pas. Sujet de Netflix, CRM. Ah, ça vous botte. Je me permets d'ouvrir mon micro. Oui. Merci beaucoup de recommander Spread, c'est top. Ouais, ça fait des années, vous faites des trucs super bien. Qu'est-ce que tu fais, Adeline? Raconte-nous. J'avais mis une copie d'écran l'autre fois d'ailleurs. Oui, bah oui. Mais j'ai bien pris note, hein. Effectivement. J'ai refait un article, j'ai mis moins de CTA du coup. Hein. Mais Cool. non, c'est chouette. Moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la com en fait chez Spread. Et du coup, tous les webinaires là, que vous faites depuis le début, c'est super intéressant. Ça s'inscrit vraiment dans la démarche qu'on essaie d'avoir avec Spread. Nous, on essaye vraiment toujours de faire du contenu utile. Donc, forcément, je suis assez enchantée par ce que vous proposez. Voilà. Cool, merci beaucoup. Est-ce que tu peux mettre le lien dans la conversation qui renvoie vers Spread? Merci infiniment. J'ai une question next week. CRM, plus précisément, Lake, CRM, c'est-à-dire, parce que c'est CRM, si je te reparle de Siebel en 2000, je peux remonter jusque-là. Donc, ça va être un peu vaste. Mais je peux, je n'ai pas de problème avec ça. Mais est-ce que vous voulez qu'on parle des outils, je ne sais pas. Posez une question. Quel est votre job? Votre job to be done? Quel est le problème à résoudre pour le CRM? Pardon? Oui. Non, qui a demandé à ce qu'on fasse du CRM là? Lake, qui a pris la parole. Bonjour. C'est Lake. Bonjour Lake. Bonjour. Alors, CRM. Je reconnais cette voix. Ah, je suis on là. Ouf, je croyais être off. Oui, passionnant le CRM. Ça va Sylvain? Salut, ça va et toi? Tu veux quoi dans le CRM? En fait, disons qu'il y a des CRM qui commencent à faire de la marketing automation. Et puis, vous parlez souvent de marketing automation, Pledzi, etc. Est-ce que là, il y a un gap encore, ou est-ce que c'est quelque chose qui de plus en plus est utilisé dans votre expérience de marque, dans les grandes entreprises, d'utiliser, disons, pour faire du tracking, de la relance, de l'emailing par le CRM? Est-ce que le module, disons, marketing des CRM apporte une valeur ajoutée à vos yeux? Et vice-versa, le module CRM des outils de marketing automation. Ouais. Prenons quelques instants là-dessus. Mais ouais, rapidement, en fait, je pense que c'est comme les ERP. Un truc qui fait beaucoup de choses ne peut pas faire tout bien. Mais ça, c'est une question d'approche, c'est comment on veut le faire. Non, ouais, je sais, Philippe, ça le fait couiner parce qu'il est en train de nous faire un ERP en interne. En fait, pour moi, dans les grandes organisations, c'est splitté. Il y a vraiment HubSpot aujourd'hui qui dit viens, je vais vous faire toute la ligne et vous allez avoir le produit, l'outil pour les 16, le CRM, le marketing automation pour les marketeurs. Et on va même aller jusqu'au service client avec un produit service, etc. C'est bien, c'est tout intégré, on met tous ses œufs dans le même panier. Perso, ça me fait flipper, mais pourquoi pas. Néanmoins, je vais prendre cet exemple-là. Si HubSpot fait un très bon CRM, qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa, fait un très bon outil de marketing automation, etc., dans les grands groupes, ça rentre pas. C'est-à-dire on a des combos à la Salesforce, Marketo, Eloqua, et puis d'autres produits qui viennent derrière. Les grandes entreprises mixent ce qui se fait de mieux dans chaque domaine d'activité. Et d'ailleurs, si tu prends le panel, le MarTech, en fait, le MarTech Landscape,
on parle bien de sales automation, de marketing automation. C'est deux mondes très, très différents. Ça n'implique pas les mêmes besoins. Donc là-dessus, pour moi, ce qui n'aide pas sur l'alignement d'ailleurs. Ça crée toujours ces problèmes de siloisation et certes, il n'y a pas de silver bullet, hein, c'est compliqué. Ouais, Laurent Serre utilise HubSpot. Si vous voulez booster vos commerciaux, c'est lui qu'il faut aller voir, hein, Laurent Serre, en fait, Academy. C'est pas trop la différence, disons, entre le module sales ou marketing d'un même CRM, mais ce serait d'approfondir, par exemple, vous qui êtes du marketing, Philippe en particulier, le brain marketing de Poppy, comment segmenter une base de CRM au départ, quand vous devez justement attribuer un certain nombre de critères qui vont vous permettre de faire cette segmentation. Est-ce que vous utilisez des matrices? Pas au départ. Tu le fais pas au départ. Enfin, ça dépend des données que tu as évidemment, mais tu le fais pas forcément au départ. Tu vas aussi utiliser tes lead magnets comme outil de segmentation. Donc, tu as le marketing automation, les lead magnets, etc. Il faut que tu aies des séquences de segmentation. Oui, si tu l'as, mais tu peux imaginer des clients. Nous, on connaît quelqu'un un client qui qui n'a pas ses lead magnets, a une base de clients très importante, mais qui aimerait justement la segmenter. Et il n'a pas les outils ni de tracking, ni les lead magnets qui permettraient justement d'indexer cette base. Si tu n'as ni les données, ni les systèmes, ça va être difficile. Alors, nous, on a c'est pas une question de CRM. Pardon, Laurent, c'est pas une question de CRM pour te répondre, Sylvain. Hein. C'est une question d'Harry Potter, là. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas de jambes, si tu n'as pas de bras, si tu n'as rien du tout. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué. Il faut que tu aies un minimum de trucs pour que ça ne marche pas. Ce n'est pas l'outil qui va répondre à ça. Et alors, pardon. Faut acheter des bases, mais bon, J'ai essayé, moi, de faire ce travail-là, d'utiliser CRM, HubSpot gratos pour faire de la segmentation et tout. Ça ne marche pas. Avec leur truc d'enrichissement, là, puis surtout sur le marché français et à fortiori suisse. Non, ça ne marche pas. Laurent, pardon, je t'ai coupé la parole. Alors là, moi j'ai un système de segmentation qui est vraiment très orienté sur les ventes, sur les commerciaux. Et nous, en fait, souvent on a des commerciaux qui arrivent avec un gros bordel, ils ont des fichiers avec 50 000 noms ou grosso modo ça. Et en fait, il y en a réellement peut-être 400 ou 500 qui sont actifs et 100, 200 qui sont réellement intéressants. Et en fait, on fait une segmentation extrêmement resserrée sur ce qu'on appelle les forts potentiels. Et les forts potentiels, ils vont chercher déjà directement dans leur fichier qui est facilement joignable, qui fait plutôt un gros panier moyen. Donc, on part sur le panier moyen hors exceptionnel, sachant que l'exceptionnel, ça doit être vraiment très exceptionnel. Quelque chose qui arrive 1 ou 2 fois par an, c'est pas l'exceptionnel. C'est plutôt quelque chose qui arrive 1 fois tous les 5 ans. Et en croisant le qui est facile à aller chercher et le panier moyen, en fait, on leur fait aller chercher dans leur panier, dans leur base de données, donc clients ou prospects, qui va pouvoir être joint comme ça. Et c'est vraiment très commercial, c'est tourné sur l'action, c'est pas du marketing, mais sur une base sur laquelle il n'y a pas du tout de segmentation, ça permet d'aller chercher le chiffre. En B2C, on fait pareil en e-commerce, ce qu'on appelle les whales, entre autres. Et là, du coup, ça va être côté marketing parce que c'est sur beaucoup plus de personnes qu'en sales, qu'en B2B. Mais c'est des approches. Mais c'est une approche où tu as de la donnée. Du coup, tu as des paniers moyens, tu as les taux de réponse, etc. Non, en fait, tu as juste besoin de ton panier moyen et du cerveau de tes commerciaux. Le panier moyen, tu prends ton chiffre d'affaires, tu divises par le nombre de clients et tu as ton panier moyen par client. Et il te faut le panier moyen de chaque client après, pour savoir s'il est, comment il se passe dans la distribution. Non. En fait, nous, les commerciaux qui viennent chez nous, la plupart, ils n'ont pas beaucoup de data. Donc, on prend le chiffre d'affaires, le nombre de… Alors, c'est valable pour le B2B, attention. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir des clients qui sont un peu récurrents et pas des millions de clients. C'est valable pour le portefeuille moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir entre 150 et 300, 400 clients. Donc, c'est assez spécifique. Par contre, c'est redoutablement efficace sur des gens qui ont zéro data et qui, du coup, font au doigt mouillé. Donc, c'est chiffre d'affaires divisé par nombre de clients. Là, tu trouves ton panier moyen et souvent, il y a des surprises. Alors, les mecs, ils discutent 5 minutes, mais le but, en fait, ça va être de faire monter le panier client et on se rend compte qu'à portée de main, ils ont des gens qui peuvent représenter 2 fois, 3 fois leur panier moyen et là, ils se focusent là-dessus. Du coup, tu as l'info de…
as l'info du potentiel de ce client. Donc, quelle est la donnée que tu as sur le client qui te fait dire qu'il va être plutôt en haut de ton panier moyen ou au-delà? Alors ça, après, c'est de l'analyse fichier très pragmatique, très terrain. C'est-à-dire que tu prends le fichier, tu fais oui, non, et tu te retrouves avec un nombre de leads qui va être super intéressant pour un commercial Donc, à la main? B2B. Ah ouais. Eh ben, Ok. quand ils n'ont pas Sur de 50 000, données, sur 50 000 lignes, c'est ça? Ouais, donc on part du principe, tu n'as pas de données, il faut en créer. On en revient toujours En là. fait, tu te débrouilles avec les données que tu as. Sur les 50 000 lignes, tu en vires 49 500 qui t'ont quasiment pas acheté. Et tu gardes les 500 qui t'ont un petit peu acheté. Et puis après, tu prends. Donc, d'un côté, tu crées un persona ou un pseudo-persona et en fonction de ce qu'ils t'ont acheté et ce que tu connais. Et de l'autre côté, tu te concentres sur ton panier. Parce que la question précédente, en fait, c'était OK, je veux segmenter. Moi, la question que je pose, c'est tu veux segmenter pour quel résultat? Ouais. Moi, le résultat qui m'intéresse, c'est faire du chiffre d'affaires concret, payé. Après, ça peut être, mais ça, c'est l'objectif sales. Si c'est un objectif marketing, ça ne marche pas, c'est certain. Et la façon de le faire en marketing, après, c'est. Alors, soit tu as les données en effet des transactions précédentes, donc tu as quand même un panier moyen par personne, même s'ils n'ont fait qu'une action. Et donc là, tu vois où ils se positionnent. Et sinon, si c'est à la main, bah ouais, bon courage. Et après, en marketing, bah, ça peut se faire. Si c'est plus haut dans l'entonnoir, ouais, comme je disais, en marketing automation avec des lead magnets, avec des produits d'appel. Le produit d'appel est une très bonne façon aussi de segmenter, puisque tu vois si la personne convertit ou pas. Ceux qui convertissent sur les produits d'appel sont probablement meilleurs potentiels que ceux qui n'ont pas converti du tout. S'il y a des plus grands volumes à traiter et qu'il faut automatiser, ça peut être une approche. Je me suis qui permis de marche. mettre le lien vers ton profil LinkedIn, Laurent. Ah, je te remercie. Si vous cherchez un vrai bon et un vrai gentil, c'est Laurent. Allez-y. Il est au top, Booster Academy. Et ça fait longtemps que tu fais ça. Et toi, tu utilises, au sein de Booster, vous utilisez HubSpot. Tu es un Ouais, on utilise. utilisateur averti de la plateforme HubSpot. Alors, petit feedback là-dessus, c'est vrai que la version gratuite permet déjà d'avoir un très bon CRM, en tout cas pour les sales. Et puis après, bon, ben, la montée en gamme se fait au fur et à mesure. Et ouais, ça reste un outil hyper efficace. Ouais, c'est impressionnant, vraiment. Je mets Adeline. Adeline, je me permets aussi Spread. Merci. Faites-vous plaisir, rencontrez-vous. Alors après, le chat tu demandais, Oui. là du coup, il y a une idée qui me vient, c'est que vous demandiez un sujet pour un prochain webinaire. Eh ben, le sujet, c'est comment structurer les données en PME. Alors, les PME, pour moi, c'est les boîtes qui font 5-10 millions. Et ce sont mes meilleurs clients, les gens qui sont en bonne croissance, qui font 5-10 millions. C'est des gens qui ont un vrai sens de la vente, plus que du marketing. Parce que pour passer son premier million et ses premiers 5 millions, ben, dans des boîtes de terrain, c'est vraiment de la vente, du contact direct. Par contre, quand ils arrivent à ces niveaux-là, en termes de données, c'est le bazar, mais incroyable. Et c'est la jungle. Donc, ouais, comment structurer les données dans des boîtes qui commencent à être dans ces tailles-là? Bah, Je faut le ne vais faire pas en manger le pain co-branding, de la celui-là. bouche à Gaël Philippe de Datasulting, J'allais le dire. Laurent. Nous Ah aurons ouais, l'occasion d'en parler très Et prochainement. peut-être tous ensemble avec Laurent et Data Shooting. Ça peut être l'occasion, effectivement, Laurent, ouais, ça peut être l'occasion, je pense, de faire un webinar sur ce sujet-là. J'ai mis le pied à l'étrier à Gaël, il est chaud. Il y a toute une série, ça, je vous le mettrai, on fera du cross, je sais pas Pollinisation. quoi. ouais. Merci, cross-pollinisation. Il y a la société Datasulting qui est vraiment en train de préparer sous le même format que les webinars qu'on est en train de faire là, une série sur structurer, utiliser la gouvernance de la donnée au sein des PME. Et c'est passionnant. Et Gaël Philippe, c'est un homme de terrain, c'est un entrepreneur. Donc, c'est pas du blablabla. Pardon, ça n'a rien de péjoratif quand je dis blablabla. C'est pas du truc de data scientist qui est difficile des fois à appréhender. Power BI, R, machin, on s'en fiche. C'est vraiment très concrètement, on a de la donnée, des factures, des tas de données de partout. Comment je les attrape, comment je les agrège, qu'est-ce que j'en fais et comment je vais, ce que disait Philippe et ce que tu es en train de dire Laurent, finalement, comment je vais faire sortir une information que je n'avais pas jusque-là qui va me permettre de prendre des décisions. Donc là-dessus, il y a une conversation qui est en train de se faire et on vous invitera à participer à cette série de webinaires de Datasulting.
Super. Et je confirme aussi que Gaël est un vrai mec de terrain et un vrai gentil aussi, compétent. Ouais, c'est un vrai gentil. Mais là, dans la liste, là, je vous vois, je vous connais un peu pour certains. On n'est pas nombreux, c'est que des vrais gentils. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas à nous retrouver. Alors, n'hésitez pas connectez-vous sur LinkedIn parce qu'on communique beaucoup. Alors, on vous envoie du mail, mais on communique pas mal sur LinkedIn pour envoyer les invitations sur ces ateliers en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. C'est avec grand, grand plaisir. Si vous avez des questions, on passe du temps avec vous, on creuse. C'est des sujets qui ne sont pas toujours évidents. On sait qu'on tape un peu haut et qu'on est exigeant. Donc, ça demande aussi du temps pour que ça infuse. C'est pour ça qu'on l'a découpé en 15. En 15, ouais, parce qu'en une fois 30 minutes, ça ne rentrait pas. Merci infiniment d'avoir été présent aujourd'hui. C'est super cool. Et puis, je vous dis… Bon après-midi, passez un excellent week-end et pour ceux Bon appétit, surtout. qui le souhaitent, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci à tous au les revoir. deux. À très bientôt, Bye. Laurent. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.